Eh bien, merci beaucoup. C'est en effet un grand plaisir pour moi d'être chez vous à nouveau. J'ai toujours gardé, soit par mes déplacements, soit par les déplacements d'amis, d'étudiants, de collègues, traversant l'eau, allant de l'autre côté, ou dans des congrès, j'ai toujours gardé pas mal de contacts avec le Québec et avec vous-même et vos amis, frères et cousins de Montréal ou d'ailleurs. Et c'est pourquoi, en effet, ça me fait plaisir, non pas de vous exposer mes idées, j'ai publié suffisamment de livres pour qu'on puisse les connaître, mais au fond, je choisis de m'adresser à vous plutôt sur le ton du doute que de l'affirmation, c'est-à-dire que je suis venu ici cet après-midi, ce n'était pas absolument clair dans ma tête il y a 8 jours ou il y a 15 jours, mais ça l'est devenu petit à petit. Je voudrais, avec vous, devant vous, m'interroger sur des problèmes que je vais essayer de définir clairement et précisément, qui sont des problèmes de la plus haute importance, mais qui, naturellement, doivent être formulés. Je veux dire, on ne peut pas ramasser un problème dans la rue comme un caillou et puis dire je vais examiner ça. Eh bien, il faut construire la nature des questions qu'on pose. Et je vais essayer de faire ça brièvement, mais toujours en mettant l'accent sur mes doutes. Je dois d'ailleurs vous dire que si je fais ça aujourd'hui, ici, avec vous, c'est en partie seulement, mais en partie parce que je l'ai fait il y a 3 jours, enfin samedi matin, où nous avions une séance finale d'un séminaire qui durait 2 jours et demi, que je n'organisais pas du tout, qui était un séminaire organisé par les étudiants de mon ami Michel Vievorka, qui avait passé le doctorat avec lui, et qui, je dirais, lui rendait hommage, et parlait de leur travail avec lui, etc. Et gentiment, comme moi j'avais quelquefois commencé à suivre la thèse de certains dans une génération antérieure, on m'avait invité à donner mon opinion. Et je vais vous dire mon point de départ, car j'avais pris pour m'amuser, mais ça voulait dire quelque chose, j'avais donné un titre à mon intervention sur Vievorka, qui était Michel Vievorka, sociologue du mal. Ce titre m'était imposé en réalité, parce que certains d'entre vous le savent peut-être, un des livres les plus classiques de Vievorka, qui s'appelle 9 leçons sûres ou quelque chose comme ça, a été traduit récemment et publié chez Polity à Londres, la boîte de Giddens, et ils lui ont fait la proposition suivante: on va enlever 1 ou 2 chapitres de ce livre et on ne va garder que le reste, et tout le reste, c'est les thèmes les plus favoris de Vievorka, le racisme, l'antisémitisme, la violence, enfin, et ils l'ont dit, c'est pas moi, c'est eux, le directeur de Polity le dit, écoutez, le mieux, ça serait de le publier avec ce titre-là, The
Evil. Le livre s'appelle en anglais, il dit Evil. Donc le mal. Et je dirais, alors voilà, je dis ça pour me jeter tout de suite à l'eau et dire ceci. Moi, je suis, que je le veuille ou non, un sociologue du bien. Lui, il est un sociologue du mal. On parle de la même chose et on aime grosso modo les mêmes choses et on déteste grosso modo les mêmes choses, entendons-nous bien. Mais la question est, et c'est ça que je veux discuter avec vous, ma question, et je lui ai posée exactement dans les termes que je vais employer ici, c'était aujourd'hui, comment faut-il raisonner? Est-ce qu'il faut dire on voit apparaître, après des forces du mal épouvantables que nous connaissons tous, on voit apparaître des forces du bien? J'ai l'habitude de dire spontanément, le XXIe siècle, qui, vous serez d'accord avec moi, a commencé en 1989, ce XXIe siècle a commencé avec, à droite, la destruction du mur de Berlin, et avec à gauche, la grande manifestation de Tiananmen, qui m'intéresse d'autant plus que le chef du service de sécurité de Tiananmen est mon étudiant à Paris, et a fait sa thèse avec moi à Paris. Donc, et j'ajoute, si j'entre dans le XXIe siècle, la première figure mondiale, globale que je rencontre, le premier héros global du XXIe siècle, c'est évidemment Mandela. Je pourrais en chercher d'autres, mais enfin, il y a un accord mondial pour dire que c'est quand même la plus grande figure de ce début. Et puis, peu après, il y a des choses un peu plus contestables que certains ont appelé le printemps arabe. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui défendent cette expression-là. Mais en tout cas, on pourrait dire les mouvements de libération démocratique arabe, du monde arabe. Bon, tout ça, c'est du bien. Vous comprenez? Je tends à être frappé. J'étais très ami de Stéphane Hessel et j'ai même fait avec lui la dernière conférence qu'il a faite de sa vie. Nous l'avons faite ensemble tous les deux à Bruxelles. Et je pense que il n'a pas exagéré, mais on a exagéré l'importance des mouvements auxquels il s'est référé. En Europe, en France, rien. En Allemagne, rien. En Italie, rien, pire que rien. À Cinque Stelle, c'est vraiment pire que rien. Bon. Pepe Grillo. Mais enfin, la Puerta del Sol, les indignados, les Espagnols disent d'ailleurs plus volontiers indignadas, parce qu'il y avait une grosse participation féminine. Et comme vous pouvez voir, ça donne quand même un petit résultat politique. Et en Grèce, vous avez pu voir que c'est une femme de l'extrême gauche, indignada, mais je m'excuse de ne pas me rappeler comment ça se dit en grec, qui a été élue maire d'Athènes. 50% des voix, c'est pas négligeable. Bon, donc si vous voulez, oui, bon, je trouve qu'on a exagéré, que tout ça c'est quand même pas énorme, mais à l'échelle du monde, et il faut quand même, moi j'ai même un petit machin, pensée globale, ouais, que nous avons fait un colloque qui s'appelait Pensée globale, avec des gens de différents endroits, surtout des Américains, mais enfin, et on est d'accord, il faut penser global. Bon, alors, on peut exagérer, mais c'est vrai qu'au niveau global, on n'a pas de difficulté à dire il y a un certain nombre de trucs qui bougent, et en particulier, ce qui est normal, ça bouge plus là où la répression est plus forte. C'est-à-dire que finalement,
l'endroit où ça bouge le plus, d'ailleurs, ces jours-ci à nouveau, grâce au ciel, si je puis dire, c'est Hong Kong. Bon. Et puis quand même, vous avez partout des sièges locaux du parti qui sont occupés, des manifestations contre telle ou telle décision officielle, etc. Donc, si vous voulez, on peut dire, et c'était ma démarche spontanée, je dois dire, spontanée, de dire nous sommes dans un monde où on voit réapparaître, j'en parlerai de manière plus concrète dans un instant, de nouveaux mouvements sociaux. Je les définirai, je les appellerai par leur nom dans quelques minutes. Mais en même temps, si je regarde le monde, non pas d'aujourd'hui, mais le monde des 50 dernières années ou quelque chose comme ça, ou même du XXe siècle, je peux dire que quand même, ce qui se voit le plus, c'est l'écroulement de, appelons ça, le modèle démocratique occidental. Et je rappelle ce qui est d'ailleurs assez longuement décrit et expliqué dans mon livre qui s'appelle « La fin des sociétés », dont j'expliquerai le titre dans un instant. Les trois grandes parties du monde qu'on décrit d'habitude sont tous atteints d'une maladie pas mortelle, mais grave et en tout cas tout à fait antidémocratique. Dans le monde occidental, quelle est la grande réalité? La grande réalité, c'est que le grand agent de notre modernisation a été, depuis, disons grosso modo, le XIVe siècle, a été le capitalisme, pas encore industriel au XIVe, mais qui va le devenir à travers la banque et progressivement, à partir du XVIIIe siècle, vraiment le capitalisme industriel. Or, la grande réalité du monde occidental, c'est que le capitalisme industriel a été tué par le capitalisme financier. La majeure partie des capitaux disponibles à l'heure actuelle ne sont plus utilisés pour des investissements productifs. Ne le sont plus. Et en même temps, dit de manière un peu différente, dans un livre qui est devenu un livre à la mode, mon collègue Thomas Piketty rappelle qu'aujourd'hui, comme à l'époque de Balzac, pour s'enrichir, le travail, l'entreprise, la production, c'est pas très efficace, ça donne pas de très bons résultats. Il y a quelque chose de beaucoup mieux, c'est d'épouser une fille riche. Autrement dit, l'héritage. Pas l'investissement, pas le travail, pas la production, je dirais le profit, la spéculation, les loyers, la rente, tout ce qu'on voudra. Donc c'est pas très brillant. J'essaierai de nuancer tout à l'heure. Mais c'est quand même quelque chose de fondamental pour cette partie du monde, ce tiers du monde qui est nous. Deuxième partie du monde, le deuxième monde, c'est-à-dire le monde dit communiste, c'est quoi? C'est le grand mouvement sous différentes formes, mais le grand mouvement social qui a commandé le 19e et une partie du 20e siècle, le mouvement ouvrier sous toutes ses formes, a été renversé cul par-dessus tête et est devenu le léninisme, c'est-à-dire exactement le contraire.
la domination par une élite dirigeante qui s'empare du pouvoir par la force, sans mobilisation populaire. Ce qu'on appelle la révolution d'octobre, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas en octobre non plus, mais en tout cas, c'est s'emparer du palais d'hiver sans résistance. C'est en effet au printemps et en 1905 que savait Castagnier pour de vrai. Troisièmement, ce qui nous touche du plus près aujourd'hui, du plus près, c'est que la troisième partie du monde, le tiers-monde, qui a été agitée par des mouvements de décolonisation, de libération nationale, peu de démocratisation, mais quelquefois de démocratisation, ce monde-là est aujourd'hui massivement dominé par des tyrannies post-libération nationale, des tyrannies personnelles, ethniques et même quelquefois religieuses. Mais en tout cas, c'est une immense partie du monde qui est couverte de dictateurs, de tyrans, d'assassinats et de terroristes au sens le plus exact du mot. Et si je regarde ce troisième exemple, cette partie du monde, parce que je peux dire dans la première, attention, oui, le capitalisme industriel a été détruit, mais on a quand même en partie, pas complètement, mais on a quand même en partie bouché le trou en trouvant quelque chose que vous connaissez aussi bien que moi et qui nous passionne, nous les sociologues, c'est-à-dire la fameuse société de la connaissance. Et aujourd'hui, et en partie dans cette partie du monde, surtout aux États-Unis, mais dans tout le groupe dans lequel vous pouvez pas tellement mettre l'Angleterre, mais vous pourriez mettre certainement l'ensemble du Canada, vous pouvez penser que, aussi en pensant aux Coréens, aussi en pensant un peu à Hong Kong, aussi en pensant quand même au Japon, vous pourriez dire que cette crise mortelle du capitalisme industriel, assassiné par le capitalisme financier en 1929, en 2007-2008, a été remplacée par une source de création de richesse dans laquelle nous jouons un rôle très important. Et Louis Maheu, qui est là, est un grand spécialiste de ces universités d'excellence, ces universités de recherche qui créent de la... Bon, je lisais il y a 2 jours une petite brochure, excellente petite brochure, publiée par l'American Academy sur résultat d'un comité de recherche fait par cette académie, à laquelle, comme vous savez, appartiennent aussi un certain nombre d'étrangers. Il y a sur un ton violent, c'est écrit par des gens qui sont d'anciens ministres, des patrons de très grandes boîtes, des prix Nobel à l'appel, etc. Ces gens-là, qui sont des gens du premier rang, du point de vue du jugement sur la connaissance, ces gens-là vous disent l'industrie américaine nous mène à la chute et à la catastrophe rapide dans les 20 ans qui viennent, disent-ils, parce qu'ils ont cette espèce d'affection irrationnelle pour le présent. Il y a un historien français qui a écrit un livre sur le présentisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus que du présent. Donc on regarde le bout de ses pieds, on se demande à quoi on va connecter son téléphone, si ça peut paraître le téléphone d'à côté, etc. Et pendant ce temps-là, comme rappellent ces gens-là, et comme nous le savons tous, toutes les innovations technologiques importantes,
Il y a ici d'ailleurs un éminent recteur, ancien recteur, ingénieur, et je pense qu'il dira que ce que je dis n'est pas idiot, à savoir que toutes les grandes innovations technologiques ont été fondées sur de la science fondamentale. Plus ou moins directement. Et ces éminents américains vous disent, et disent à leurs collègues, français, américains ou étrangers, disent, si nous abandonnons la recherche fondamentale, c'est-à-dire une recherche essentiellement que nous appelons universitaire, ou de recherche, disons, oui, fondamentale, qui ne s'occupe pas tellement d'argent, et qui en plus a l'intelligence de voir que les domaines les plus riches en innovation, c'est aujourd'hui biologie-médecine, si vous voulez. C'est ça qui est le plus riche en fécond. Je fais partie d'un groupe de scientifiques qui me disent, c'était celui qui tenait ces propos, c'est l'ancien président de l'Académie des sciences en France, qui disait pratiquement jamais la science n'a été aussi féconde qu'en ce moment en innovation technologique possible. Toutes les semaines, on publie quelque chose qui peut donner naissance à une industrie nouvelle, à une activité nouvelle, à des innovations nouvelles. Bon. Donc, vous voyez, là, je peux dire que dans le domaine de notre monde, à la fois, oui, on a une solution de remplacement au capitalisme industriel, c'est la connaissance. Mais on est loin de faire ce qu'il faut pour. Deuxième monde, on n'est plus sous Staline, mais je dirais on n'est plus vraiment dans un régime post-léniniste, parce qu'on est plutôt dans un nouveau tsarisme en Russie, avec un type qui se fait élire à vie par un système et qui, vous êtes plus loin que moi de Kiev, mais d'autant que j'ai des liens avec la Pologne, mais quand même, ce qui s'est passé à Kiev, Maïdan, ce sont des choses importantes. Et vous vous rendez compte que le régime de Poutine ne va pas dans le sens, j'ose pas dire de la démocratie, parce que ce serait presque ridicule de dire les choses comme ça, mais ça va dans le sens d'une active démolition des garanties démocratiques. Et je termine, mais il faut avoir ça dans la tête, la troisième partie du monde. Vous voyez bien dans quel monde nous vivons, appelons ça depuis 9/11, depuis 2001, Twin Towers, etc. Et moi je travaille, et je devrais aller, mais j'y vais pas, ces jours-ci dans le Kurdistan irakien, parce que le nouveau gouvernement du Kurdistan irakien, qu'on appelle quelquefois le Kurdistan du Sud, qui a fait des élections il n'y a pas longtemps, a un programme de gouvernement qui tient en 3 mots. Démocratie, laïcité, féminisme. Je dis féminisme, et c'est d'ailleurs peut-être le plus important des 3 mots, parce que non seulement les violences contre les femmes ont été, surtout à l'époque de Saddam Hussein, et de ce qui a été un quasi-génocide, mais se trouvent des violences extrêmes, mais surtout ce qui est plus important, si je puis dire, parce que vraiment les personnes dans ce monde-là qui ont le plus de conscience de ce qu'il faut ne pas faire, de ce qu'il faut détruire et de la démocratie qu'il faut inventer, c'est essentiellement les femmes, en disant quand même prudemment, surtout
jeune et urbaine, mais pas uniquement. Bon. Donc, vous voyez, on est à 4 heures de voiture de Erbil. Erbil est à côté de Mossoul. Et donc, et Daesh est là à la porte. Donc aujourd'hui, si vous regardez ce troisième monde, le Caire, c'est fini, d'autres parties du monde aussi. Le bilan est quand même un bilan en faveur du mal. C'est quand même le mal qui, pardon de l'expression, c'est le mal qui va bien, c'est le mal qui prospère, c'est le mal qui se développe, c'est le mal qui gagne du terrain, c'est le mal qui fusille, c'est le mal qui décapite, c'est quand même pas des détails tout ça. Donc la question est celle-ci. Je vais vous dire maintenant en 3 minutes. Je n'ai pas demandé de combien de temps je dispose. Encore une demi-heure. Encore une demi-heure. Bon. Pas très généreux. Bon. J'essaierai de vous dire pourquoi je défends, pourquoi je crois que on peut défendre le côté du bien, c'est pas foutu. Mais c'est vrai que ce que je viens de vous dire, c'est que le côté du mal, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, je dirais même aussi la dégradation des mouvements qui semblaient s'introduire, l'écologie politique est en recul, et un mouvement dont j'étais personnellement très près, qui avait des liens très forts, qui étaient les mouvements de femmes, du côté d'une femme qui s'appelle Antoinette, qui est maintenant morte, mais qui était le féminisme de la différence, si vous voulez, plutôt que de la simple égalité. Tout ça est en grand recul. En grand recul. La dernière fois que j'ai vu cette femme, qui est la plus importante personnalité féministe en France, j'ai été la voir et je lui ai dit, dites-moi un peu où s'en est, au point de vue militantisme, mobilisation, votre mouvement, le MLF, enfin, etc. Et elle me répond, des militantes, il n'y en a plus. Alors c'est un peu... mais enfin, elle le sait. Voilà. Donc, la question est celle-ci. Je vois tout ce qui a été dans le monde capitaliste, dans le monde communiste, dans le monde nationaliste et amondiste, tout ce qui était des forces de progrès, tout ça a été détruit et remplacé, écrasé par des forces de destruction antidémocratique, la violence. Pour parler le langage, le vieux langage classique des sociologues. Vous vous rappelez avoir lu, je suppose, il y a quelque temps, dans les dernières années du XIXe siècle, vous avez pris un peu de temps pour lire dans une langue quelconque un livre qui a été écrit en allemand et où il était question de société et communauté, Gesellschaft und Gemeinschaft. Et ce type-là, dont les opinions étaient un peu discutables, enfin il est mort bien avant qu'Hitler arrive au pouvoir, ce type-là qui s'appelait M. Tönnies, qui était un grand sociologue allemand, a dit la communauté ça disparaît, c'est-à-dire l'appartenance, l'être là, la transmission, l'héritage. Les sociologues américains de Chicago dans les années 20 ont appelé ça ascribed statuses, ça disparaît par rapport aux achieved statuses. Tout ça, nous connaissons ça depuis notre première enfance.
Or, Tönnies avait déjà, et c'était ses opinions d'ailleurs, inclut un chapitre à la fin de son livre sur la tendance inverse. Non pas la victoire de la société sur la communauté, mais le renversement, le retour à la communauté. Wiedervergemeinschaftung, recommunautarisation. Est-ce que vous n'êtes pas en plein là-dedans? Obsession de l'identité, communautarisme, définition par l'être plutôt que par le faire, par l'héritage plutôt que par l'action et le changement. Bien sûr que oui. Même prenez une population très intéressante ici, au Québec, très intéressante en France, très intéressante aux États-Unis et dans 100 pays du monde, les Juifs. Les Juifs avaient atteint, au XIXe siècle, dans le monde européen occidental et des États-Unis et de l'Argentine aussi, avaient atteint un très haut niveau de passage au sociétal. Ils se définissaient par la pensée, par l'éducation, plutôt que par des racines. Maintenant, vous le constatez comme moi, il y a des gens qui sont contre les Juifs au nom de quoi? Au nom d'Israël, c'est-à-dire au nom du sionisme, c'est-à-dire au nom d'une communauté, et non pas de l'esprit juif ou du peuple élu, tout ce que vous voudrez. Et inversement, au moment où a été créé l'État hébreu, l'État juif, en 1948, comme tout le monde le sait, on ne parlait pas de Palestiniens. Le mot n'existait pas. Et la Ligue arabe s'est opposée à l'action d'Israël, qui s'est créée en 1948, en parlant de l'attaque contre les Arabes. Or maintenant, évidemment, à cause de l'exemple d'Israël, les Palestiniens s'appellent Palestiniens, et même, non seulement Palestiniens, mais quelquefois Gaza, ou ailleurs, ça sera le Hezbollah, ou ailleurs, ça sera... Ou ça sera mes Kurdes, vous comprenez? Bon. Donc, vous avez une situation telle que, je crois en avoir assez dit, est-ce que nous sommes dans une phase où, après des catastrophes que je peux résumer par la méga catastrophe qui a dominé le XXe siècle, qu'on appelle le totalitarisme. Bon. Après ça, quand même, bon, Hitler est mort depuis la fin de la guerre mondiale, 1945, et l'Union soviétique a disparu en 1991, mais elle était en fait mise par terre depuis 1989. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette phase, qui a été la phase que nous appelons la phase de l'hégémonie américaine, où pendant 50 ans on a l'impression que le modèle, même la Chine est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, etc. Et puis enfin, Mao est mort, il y a eu le procès des quatre, on a terminé avec la révolution culturelle, c'est pas brillant, mais quand même, il n'y a pas eu les millions de morts qu'il y avait eu au Grand Bond en avant, ou les millions de morts qu'il y a eu pour la révolution culturelle. Enfin bon. Et même il restait un petit quelque chose à Hong Kong. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas amené à dire le grand phénomène, c'est pas ça, c'est pas là. Les éléments nouveaux, la nouvelle étape d'une démocratisation, et moi je l'ai souvent écrit que la grande affaire du XXIe siècle, c'est de savoir comment, jusqu'à quel point on va réussir à faire ou pas, mais quand même, en partie au moins, une démocratisation du monde, de tous les continents du monde. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas plus normal,
plus sage de dire laissez vos petits rêves de côté et laissez-les à la banque bien fermée, parce qu'en réalité, le mal triomphe partout. La violence triomphe partout. C'est plus l'industrie, c'est le fric, c'est le profit, c'est la spéculation, c'est la corruption, c'est l'arbitraire du pouvoir absolu d'un tyran plus ou moins sanguinaire, c'est le pouvoir absolu des 9 membres du super bureau politique du Parti communiste chinois qui commande 1 milliard 200 millions de Chinois et tout ce qui dépend d'eux dans le monde. Bon. Est-ce qu'il ne faut pas donner la priorité? Alors, je vais mettre ça dans mon vocabulaire à moi, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, la question est, qu'est-ce qui est aujourd'hui la force dynamique la plus grande? Est-ce que c'est ce que j'appelle la subjectivation ou est-ce que c'est la désubjectivation? Subjectivation, je ne suis pas le premier à avoir employé ce mot. Ceux d'entre vous qui ont lu un peu de Michel Foucault ont pu rencontrer ce mot, mais surtout, pas uniquement, surtout dans la dernière partie de sa vie, à partir de la volonté de comprendre, mais surtout Kourasoui et les 2 derniers livres, les livres publiés en 1984, l'année de sa mort. Où est-ce que c'est la désubjectivation? Et Michel Vieux-Vorka, je le prends comme exemple, parce que le point fort de son œuvre, ce qui a travaillé toute son œuvre, c'est le thème de la désubjectivation. Et je peux le dire, d'ailleurs d'une manière un peu anecdotique, dans une des recherches que nous avons faites ensemble, avec un 3e larron qui s'appelle toujours François Dubay, nous avons fait ensemble une recherche qui nous a donné beaucoup de joie sur Solidarność en Pologne. Nous avons passé 1 an tous les 3 en Pologne à étudier Solidarność. Et un jour, entre 2 éléments de la recherche, moments de la recherche, évidemment, nous étions dans des villes différentes, mais nous sommes allés ensemble à Auschwitz. Ce qui est une expérience extrêmement éprouvante. Et Vieux-Vorka, qui est d'une famille juive polonaise. Une famille, pour ceux qui connaissent le monde juif, bundiste, c'est-à-dire du mouvement ouvrier laïque, antisioniste et pas marxiste, mais disons, ou appelons ça ouvriériste, quoique c'est maintenant, enfin, les gens qui sont aussi les gens qui défendent le yiddish, etc. Bon. Et les parents de Vieux-Vorka étaient furieux contre leur fils, disant « Pourquoi est-ce que tu vas étudier ces salauds de Polonais ?» Et il leur expliquait qu'ils n'étaient pas salauds du tout, puisque c'était des gens qui avaient fait le mouvement Solidarność, qui est une des choses les plus admirables qui ait eu au monde. Mais en douce, en cachette, pour faire plaisir à ses parents, il a pris des contacts autour de nous, les gens qui nous aidaient, qui nous servaient d'interprètes, etc. Et il a fait, tout seul dans son coin, un petit livre sur les Juifs polonais à ce moment-là, c'est-à-dire en 1981. Je ne parle pas d'avant. Bon. Et où c'était extrêmement difficile d'identifier les Juifs. C'est vous dire que lui, il était dans un univers de pensée où ce qu'on percevait d'abord, ce qu'on avait dans la peau, c'était évidemment la Shoah, mais c'était tout l'antisémitisme, et c'était aussi tout le racisme, et c'était... moi, j'étais plus du côté féminin, si je peux dire, et encore par des vieilles traditions du côté mouvement ouvrier, syndicalisme, etc. Mais moi, je cherchais quand même un peu toujours du positif. Ça bouge, les gens se soulèvent. Bon.
Voilà le vrai problème. Le problème, c'est est-ce que nous avons des raisons de penser que notre tradition, appelons-la occidentale, que je peux résumer en une demi-phrase, qui est de définir, comme je le fais moi-même, la modernité par l'universalisme. Pas par la rapidité, pas par l'instant, comme l'a fait avec beaucoup de talent Baudelaire le premier, mais c'est essentiellement l'universalisme. Baudelaire y était sensible puisqu'il disait c'est l'éternité dans l'instant, disait-il dans ses critiques sur les expositions d'art. Bon, donc je dis c'est pour moi la modernité, c'est l'universel dans l'action humaine et ça prend essentiellement deux formes, la raison scientifique et la pensée logique d'un côté et les droits de l'homme, les droits humains fondamentaux, c'est-à-dire que l'être humain, n'importe quel être humain, en tant qu'être humain, soit reconnu comme créateur et libre. Ou selon, je préfère ne pas employer la formule française, liberté, égalité, fraternité, parce que j'ai des doutes sur fraternité, mais je préfère dire moi, ça me semble, et je pense que c'est le mot que j'ai employé, c'est le mot que dans le monde entier on emploie aujourd'hui, liberté, égalité, dignité. Bon, alors est-ce que nous avons de nouveaux mouvements sociaux, que moi j'appelle les mouvements éthicaux, qui sont plus sociaux, puisqu'il n'y a plus de société, comme j'ai expliqué en 650 pages il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a de nouveaux mouvements qui sont des mouvements éthico-sociaux? La liberté, l'égalité, la dignité, et donc la lutte contre l'autoritarisme, le totalitarisme, le fric, etc. Première hypothèse. Ou bien, nous sommes dans un monde, spécialement en Europe, de chute de tous ces modèles, et le monde entier est couvert de dictateurs, de tyrans, d'assassins, de gens obsédés par l'identité, c'est-à-dire de refus de l'autre. Voilà. Alors, je pourrais presque m'arrêter là en vous disant, je vous ai dit, j'espère, assez clairement, quel est le choix de... Est-ce qu'il faut penser à partir du mal, je veux dire, comme démarche logique? Est-ce qu'il faut partir du fait que le mal semble triompher partout et voir si on peut avoir encore quelques étincelles de bien ou si ça va aller mieux? Ou bien est-ce qu'il faut dire qu'il faut faire confiance au bien? Je veux dire que les possibilités de ces nouveaux mouvements qui ne sont plus sociaux, qui eux-mêmes avaient remplacé des mouvements politiques, l'indépendance des États-Unis, the Glorious Revolution de 1688 en Angleterre, la Révolution française évidemment. Bon, voilà, j'ai posé la question et je dois vous donner ma réponse. Et vous voyez que j'ai fait tout mon possible. J'ai consacré l'essentiel de mon temps, honnêtement, à dire pourquoi je comprends, il faut comprendre, il faut écouter avec la plus grande attention les gens qui disent la priorité, il faut la donner au mal, parce que c'est ça qui nous domine et c'est ça qu'il faut combattre. La démarche logique, c'est aujourd'hui efficace, c'est de combattre le mal. C'est plus important que d'affirmer le bien. Parce que
Parce que le bien à Tunis, sur la place Tahrir, sur la place Tiananmen, sur Maïdan, etc., ça a attrapé des sales coups. Je me permets de vous dire qu'aujourd'hui, faire de la sociologie, c'est essentiellement donner une réponse à cette question. Et quand je dis que c'est essentiellement ça, je veux dire que je reconnais le droit de tout un chacun de donner une réponse ou l'autre. Je ne dis pas qu'il y a les bons et les méchants, qu'il y a mon camp et l'autre. Non, je ne dis pas ça du tout. La preuve, c'est que Viorca a été mon élève, mon assistant, mon collègue, mon ami, etc. Et il défend une position que je respecte infiniment. Et moi, je vais dire en une minute pourquoi je reste de l'autre camp. C'est-à-dire du camp des gens qui disent il faut se battre positivement, il faut se battre négativement contre le mal, certes, mais il faut toujours donner la priorité au combat d'affirmation positive du bien. Et vous savez bien que cette question que je vous pose pour aujourd'hui, elle a été posée historiquement bien des fois. Est-ce que l'essentiel de la Révolution française, c'est 1789 ou est-ce que c'est 1793? C'est la Déclaration des droits, c'est le 20 juin, etc. Ou est-ce que c'est la Grande Terreur? Est-ce que l'essentiel du monde ouvrier, ça a été ce que nous appelions autrefois, l'expression était très bonne, le syndicalisme d'action directe, comme même vos voisins ont bien connu les IWW et nous, ce qu'on appelait les bourses du travail en 1895, et l'équivalent... bon. Est-ce qu'il faut penser en termes léninistes ou est-ce qu'il faut penser en termes Animal Farm ou 1984? Bon. Ma réponse est celle-ci. Et je vous jure que c'est une réponse qui m'a fait travailler à temps plein 2 ou 3 ans. J'ai d'abord pensé qu'il fallait faire comme j'avais fait dans le passé, c'est-à-dire depuis ma première jeunesse, c'est-à-dire chercher des bases dans l'évolution des forces de production technologiques. J'ai commencé par étudier des industries et des mines. Mais je suis arrivé assez vite à la conclusion qui m'était toujours restée à trotter dans la tête depuis que j'avais lu, comme tout le monde, le totalitarisme d'Hannah Arendt, ou d'ailleurs d'autres auteurs qui en parlaient aussi. Et je suis arrivé, et ce mot totalitarisme me trottait dans la tête, si bien que dans le livre que je fais en ce moment, je parle tout un chapitre sur ce que j'appelle la tendance de tous les pouvoirs à devenir totaux, c'est-à-dire à s'emparer du subjectif autant que de l'objectif, à construire les choix, à construire les attitudes, à construire les opinions, à construire les conduites. Aïe, aïe, aïe.
c'est la forme simple. Bon. Et je pense que, je le dis en une phrase, mais franchement, c'est des années de travail, c'est dire que je comprends très bien qu'on donne une autre réponse que la mienne. Je dis que parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous en face de pouvoirs qui, d'une manière ou d'une autre, sont des pouvoirs totaux. Le fric, ça bouffe tout. Les dirigeants communistes soviétiques, ex-soviétiques ou ex-maoïstes, ça bouffe tout. Les tyrans anciens libérateurs, ça bouffe tout. Ça assassine tout, ça détruit tout. Ça désubjectivise. C'est pourquoi il faut faire de la subjectivation, c'est-à-dire introduire du sujet dans l'individu, introduire de l'universel dans le vécu, dans le Lebensraum. Je dis que c'est parce qu'il y a cette tendance à la totalisation du mal. Ça bouffe tout. Qu'il faut répondre à cette totalité, à ce mal total, par un bien total. Et le bien total, ce n'est plus défendre des droits politiques ou des droits sociaux ou des droits culturels. Bien sûr, il faut défendre des droits politiques, des droits sociaux et des droits culturels, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est plus suffisant, il faut mettre le paquet. Et mettre le paquet, ça veut dire défendre l'être humain, n'importe quel être humain, comme un sujet, c'est-à-dire un créateur de soi, du monde et de la liberté. Et si vous y allez par petits paquets, à la social-démocrate ou à la ce que vous voudrez, vous vous ferez bouffer par petits paquets, parce que le mal qui est en face de vous, ce mal, il veut vous bouffer jusqu'au doigt de pied. Et donc, je dis, même s'il est vrai que les mouvements que j'appelle éthico-démocratiques, éthico, c'est-à-dire qui touchent la subjectivité, qui touchent la personnalité, démocratique, c'est-à-dire qui attaquent le pouvoir total. Pour que ça marche aujourd'hui, il faut lier très fort l'individuel et l'universel. Pas le social, ça c'est l'entre-deux, ça c'est fini. Ça a été fondamental pendant 200 ans, 250 ans, maintenant c'est fini. Et donc aujourd'hui, il faut jouer son va-tout à la vie, à la mort, parce que le pouvoir veut la mort, et qu'il faut donc lancer des mouvements, soutenir des mouvements, s'engager soi-même d'une manière aussi totale que possible. Je ne suis pas en train de vouloir résumer le monde à un martyrologue, mais je pense que si on ne fait pas appel à... Je vais prendre un mot qui n'appartient pas à mon vocabulaire, mais qui est un des vraiment bons mots créés par la sociologie et créé par un sociologue important, qui est Tony Giddens, le patron pendant bien des années de la LSI, la London School of Economics, et un mot qui a été repris par un autre grand sociologue, qui lui est un Allemand mais un peu anglicisé, qui s'appelle Ulrich Beck, et maintenant un peu parisianisé aussi. Bon. Et le mot que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque les écrits de Giddens sont largement répandus, c'est le mot de réflexivité. C'est-à-dire que nous n'agissons jamais aujourd'hui sur un milieu naturel, pour prendre des expressions qui venaient de George Friedman, pour le transformer en un milieu technique. Nous agissons sur un milieu déjà technicisé, déjà symbolique,
déjà chargé de signification, ou pour prendre un mot que j'ai introduit dans mon vocabulaire et que j'essaie de bien défendre, c'est-à-dire de non pas lutter seulement au niveau des techniques et des pratiques, mais autant et plus encore même au niveau des interprétations, du sens que nous donnons à nos situations, à nos pratiques et à nos techniques et à nos formes d'organisation sociale et politique. Donc, il faut, si je peux dire, que les mouvements nouveaux, éthico-démocratiques, soient plus théoriques que les précédents. Le mouvement ouvrier était déjà plus théorique, je lui parlais des rapports de production, etc., que les mouvements politiques qui ont dominé du XVe au XIXe siècle, et que les mouvements religieux qui étaient le vrai Dieu, les païens, etc. Mais il faut que nous ayons cet engagement total pour la défense totale, globale, subjective et objective, économique et psychologique, culturelle et politique de l'être humain en tant que sujet, en tant que créateur et transformateur de lui-même, des autres et de son environnement social ou matériel, dans le sens d'une augmentation du champ de la liberté créatrice. Mais cela ne peut pas se faire au niveau du simple logos, du simple discours. Il faut que cela soit accompagné de campagnes actives contre le mal, non pas de laisser faire, espérer que ça va passer, que c'est un mauvais moment, mais garder le sentiment qui a animé les gens de la place Tahrir, les gens de la place Tiananmen, les gens de place Maïdan à Kiev, etc. Mais tout ça au nom, disons, la lutte contre le mal ne peut atteindre une force suffisante que si elle est elle-même animée par une lutte positive, affirmative, libératrice pour le bien, c'est-à-dire pour la liberté de l'homme en tant que de l'homme au sens de l'être humain en tant que sujet humain. Je pense que je suis à peu près dans les temps. Oui. Non, j'ai débordé un peu peut-être. Non, ça va. Ça. Alors je vous rends la parole. Chroniqueur à l'international du devoir plus fort. Je disais que la semaine dernière, le journaliste chroniqueur à la chronique internationale du journal Le Devoir a utilisé une expression qui m'a beaucoup frappé. Il a parlé de la nécessité du réenchantement de la démocratie. Et à vous écouter, je me suis demandé si ce que vous définissez comme des mouvements éthico-démocratiques serait une forme de réenchantement de la démocratie si on compare ce que la démocratie des Lumières a été à la démocratie grecque. Donc, nous en serions à la veille d'une autre définition de la démocratie. Alors, premièrement, l'expression de réenchantement est une expression qui, évidemment, fait plaisir
aux sociologues, quels qu'ils soient, puisque le mot qui fait partie du vocabulaire sociologique, c'est le désenchantement, Entzauberung, de le mot de Max Weber. Et vouloir réenchanter, si c'est pour faire revenir des monstres ou des diables ou des anges, non, gardez votre matériel. Mais si ça veut dire remonter d'une définition institutionnelle à une définition éthico-démocratique, oui. Je m'explique. Il y a eu, je vais aller très vite, mais c'est des sujets évidemment majeurs. Il y a eu, surtout au XVIIe, XVIIIe siècle, enfin de Hobbes à Rousseau ou même à Kant, en passant par Locke, par Montesquieu évidemment. Il y a eu une définition qui est restée un peu classique, une définition institutionnelle. Il y a même un célèbre sociologue américain qui avait trouvé la définition la plus courte qu'on puisse donner de la démocratie. Il appelait ça « elected polyarchy », c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, ça c'est Montesquieu, et puis les expressions libres et régulières, ça c'est la définition de tout le monde, mais que, disons, nous pouvons attribuer au point de vue historique plutôt à Locke, donc un peu avant. Passer de cette définition qui n'a pas tenu le coup, pour la simple raison qu'Hitler a été élu normalement et légalement, que le Parti communiste s'est emparé du pouvoir en Tchécoslovaquie et en Pologne légalement et normalement, après quoi on a pendu les adversaires. Mais pas pour des raisons institutionnelles, parce qu'ils étaient des totalitaires, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une institution. Aujourd'hui, on a vu et on voit beaucoup des gens qui s'efforcent de donner une définition. Je dirais que c'est la position politique intellectuelle la plus répandue dans le monde occidental, qui est de donner la priorité aux politiques pures sur ce que j'appelle, moi, l'éthico-démocratique. Chacun d'entre vous peut facilement identifier la plus importante figure intellectuelle de cette école, qui est évidemment John Rawls, mais auquel se sont rattachés des gens qui viennent d'ailleurs, comme mon ami Jürgen Habermas ou comme votre concitoyen Charles Taylor. Moi, je défends une position absolument autre. Pour moi, ma définition, vous savez, la belle définition que donne Hannah Arendt, disons, de la démocratie, elle dit « l'espèce humaine est la seule qui a le droit d'avoir des droits ». Et moi, je dis dans mon vocabulaire à moi, les droits humains doivent être au-dessus de tout, y compris des lois. Les droits sont au-dessus des lois. Il y a un domaine qui est l'éthico-démocratique, qui est au-dessus du monde de l'institutionnel, dont la plus grande vertu, dont la plus grande valeur, qui est infiniment importante et respectable, est la justice. Il y a plus important
que la justice, qui est le droit à la liberté, à l'égalité et à la dignité. La justice, c'est le système social qui est juste. Ce qui est le plus important de tout, c'est que les êtres humains puissent être des acteurs de leur propre liberté, de leur propre égalité, de leur propre dignité. C'est la raison pour laquelle la démocratie, pour moi, ne doit pas être définie en termes... Elle ne doit pas être définie d'abord et avant tout en termes institutionnels. Mais en termes, je ne veux pas dire moraux, parce que moraux veut dire sociaux. Moral, social, c'est la même chose. Et moi, j'ai donné beaucoup de peine pour éliminer tout ça. Mais en termes éthiques. Et l'éthique, ça veut dire qu'il y a des droits fondamentaux, c'est-à-dire universels, qui sont au-dessus de toutes les lois, qui ont toujours un aspect social, c'est-à-dire particulier. Voilà l'essentiel de ma réponse. Madame, oui. C'est une question de philosophie un peu plus matérielle, si on veut. On parle beaucoup des inégalités qui n'ont pas fini, qui se creusent beaucoup à l'échelle globale, depuis une trentaine, quarantaine d'années, depuis finalement la chute de la Russie et du bloc communiste. Est-ce que, d'après vous, ça n'aurait pas un lien avec les replis identitaires, avec les replis identitaires et les replis religieux qu'on voit à l'heure actuelle? Il n'y aurait pas le déclin des classes moyennes, par exemple, qui ferait que, finalement, il y aurait un repli identitaire et religieux? Alors, là, je vous donne une réponse, disons, plus ferme et d'une certaine manière plus simple. Je me refuse absolument à toute condamnation laïcarde des religions. Les religions, c'est à la fois le pire et le meilleur. Je veux dire, si la religion, comme c'est le cas le plus fréquemment, est identifiée à un être particulier ou à un pouvoir, à une langue, à une ethnie, à une région, à un pays, à une église. Bon. Le renouveau des églises, par exemple du califat, supprimé en 1924 par Mustafa Kemal Atatürk, c'est le pire. Le pouvoir religieux, comme l'Inquisition, comme tout ce que vous voudrez, c'est le pire. C'est la Endzauberung. C'est vraiment là, c'est le pouvoir nu, l'intérêt, la domination, le mal qui commande. Mais, en même temps, vous pouvez constater, comme moi-même, je vais d'ailleurs vous donner, dans mon cas, moi qui suis un petit Français, c'est-à-dire laïque à 200%, je vais vous donner deux exemples auxquels, dans ma vie, j'ai été profondément sensible pour gérer différemment mon jugement sur la religion ou sur le religieux, comme vous voudrez. Le premier, je l'ai cité il y a un moment, c'est Solidarność. Bon. Les gens de Solidarność, je pense par exemple à un type qui n'était pas sympathique du tout, qui était le cardinal de Varsovie, Wyszynski. C'est pas de sa faute, mais il s'appelait Wyszynski, comme l'autre. Ces gens-là n'ont jamais cédé devant le pouvoir stalinien. Le rôle du pape, vous en penserez ce que vous voulez, de Jean-Paul, mais il a pesé très fort pour la libération de la Pologne et de tout le monde dominé par le pouvoir soviétique. Mais les militants de Solidarność
dont certains étaient catholiques. Tout ça, c'est des gens que je connais très bien, des amis, etc. Mais disons, Mazowiecki, c'était probablement le plus grand militant religieux catholique polonais. Mais Geremek, il était juif. Et c'était un homme du même niveau, si vous voulez, des grands esprits où je dois voir un des dirigeants dans quelques jours pour faire un débat à Paris avec lui de Solidarność, je veux dire, et qui lui était plutôt un marxiste de formation. Bon. Deuxième exemple, j'ai des liens très forts, très intimes en même temps avec le Chili. Et le cardinal de Santiago, tous ceux qui sont venus après étaient des pauvres types, mais lui, il a été l'ennemi numéro 1 de Pinochet. Et il a refusé de donner la cathédrale de Santiago à Pinochet pour qu'il y célèbre le Te Deum pour fêter sa victoire après son coup d'État. Et j'ai connu des prêtres chiliens, français, anglais, américains, espagnols, qui se sont fait tuer par la police politique pour défendre les gens qui luttaient contre Pinochet. Donc aujourd'hui, les gens qui disent les curés, s'il vous plaît, c'est devenu indécent. En revanche, chaque fois qu'une religion est mauvaise, dans le monde arabo-musulman d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces pays ont tenté, certains de ces pays ont tenté des développements économiques. Je pense au cas de l'Égypte à partir de la fin du XIXe siècle. Et puis surtout, ils ont compté sur le mouvement national, le nationalisme, le nasserisme pour prendre l'image la plus connue. Tout ça a échoué. Alors on mobilise ce qu'il y a de plus profond, la culture, la tradition, la terre, la religion, Dieu. Mais ce n'est pas de religion qu'il est question ici. Et vous savez bien qu'il n'est pas question de l'interdiction du voile dans le Coran. Il n'en est pas question. Il est question de l'interdiction dans le Coran, de l'interdiction du voile pour les femmes de Mahomet. Bon, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la religion. Bien. Autrement dit, dans le langage historique ou sociologique, je ne sais pas, français, un de mes amis qui vit encore, Jean Delumeau, qui a fait beaucoup de livres sur l'histoire culturelle, religieuse, avait établi une distinction excellente. Il opposait le christianisme et la chrétienté. Et quand aujourd'hui on nous dit l'islam, on ne veut pas dire l'équivalent du christianisme, mais l'équivalent de la chrétienté. La chrétienté, c'est la société chrétienne. C'est un pouvoir qui s'exerce au nom de la religion chrétienne. Le christianisme, c'est une croyance religieuse, c'est tout à fait autre chose. Aujourd'hui, dans le monde arabo-musulman, il y a des formes très actives de conviction, de croyance musulmane. Vous pouvez vous en apercevoir très facilement si vous allez, ce qui est encore possible en Turquie. La Turquie, c'est un pays, comme on dit dans ces pays-là, la Turquie, c'est un pays laïque où les mosquées sont pleines. L'Iran, c'est un pays islamiste dont les mosquées sont vides. Parce que les gens sont complètement laïcisés. Bon, alors vous voyez, là, vous avez deux situations. Autrement dit, la religion politique doit être combattue comme nous l'avons combattue, avec succès, et il n'est pas question de revenir en arrière, mais la religion
du sacré. Moi qui vis dans un monde et qui veux vivre dans un monde où il n'y a plus de sacré. Mais ça ne veut pas dire que je méprise car le sacré était une forme primitive, si je puis m'exprimer ainsi, du sujet. C'est-à-dire ce qui va au-delà de l'instrumental, au-delà de l'utilitaire, au-delà des intérêts.